On va parler surtout des complications cardiaques de cette pathologie. La maladie de Fabry est une maladie rare, lysosomale, liée à un déficit en galactolipidase alpha, qui va faire qu'il y a une accumulation de GB3 au niveau cellulaire. C'est une maladie systémique qui va toucher énormément de tissus et d'organes. Elle est à transmission autosomique récessive. Il y a 1000 variants à peu près qui ont été décrits. Certains sont pathogènes à 100%, mais d'autres, chez d'autres, il persiste une activité partielle. Il s'agit en fait, vu qu'elle est autosomique récessive liée à une pathologie pratiquement quasi exclusivement masculine, mais en fait il existe des femmes qui peuvent être atteintes, et même sévèrement. Ainsi, en termes d'activité, si on devait à chaque fois parler d'activité de l'alpha-galactosidase, autant les hommes qui portent la mutation pathogène ont toujours une activité effondrée. Chez les femmes, il y en a qui peuvent avoir une activité effondrée, idem que pour les hommes, mais il peut y avoir des femmes pratiquement normales. Et en fait, il s'agit donc d'une maladie à X, la femme qui va donner la mutation à ses enfants. C'est elle qui est la conductrice. Comme toute déficit enzymatique, elle souffre beaucoup d'un délai diagnostique trop important, notamment pour les cas index. C'est une maladie qui va réduire l'espérance de vie, qu'il y ait ou pas de traitement. Il y a nécessité, le traitement bien sûr améliore cette espérance, il réduit les complications, et les traitements, pour le moment, autant les hommes, c'est facile de traiter. Dès que la mutation est reconnue et dès que la maladie est diagnostiquée, le traitement doit être instauré. Chez les femmes, nous ne traitons que les personnes symptomatiques. Les complications, elles sont nombreuses, mais les létales, c'est plutôt cardiaque, rénal et neurologique. Neurologique, c'est des AVC chez le sujet jeune. Cardiaque, c'est une HVG ou plutôt une cardiomyopathie hypertrophique qui aura des complications surtout rythmiques. Et plutôt pour le rein, une protéinurie qui va s'installer, une insuffisance rénale chronique qui va donner une hémodialyse entre 30 et 40 ans pour les sujets qui ont une forme classique de la pathologie. Les complications cardiaques, l'accumulation du GB3 va faire que les cardiomyocytes vont être un peu hypertrophiés au départ, ils vont contenir des vacuoles qui ont du GB3. Mais il y a d'autres mécanismes, notamment inflammatoires, pas auto-humains, qui font que le tissu myocardique va souffrir. Je ne vais pas vous faire une longue histoire pathologique, mais il faut savoir que l'ASO-GB3, donc le GB3 lorsqu'il est dans le plasma, va se comporter comme un antigène type AMPS. Donc c'est plutôt l'immunoglobuline qui est à l'œuvre ici. Il va être reconnu par le TLR4 comme antigène, et donc va provoquer une cascade qui va débuter au niveau des cellules NK. Ces cellules-là vont recruter, vont hyperactiver les lymphocytes T et B, donc co-stimulation. L'ISO-GB3 va également provoquer une dysfonction endothéliale qui va faire que va s'importer dans les tissus cette inflammation. Donc cette inflammation, il va y avoir recrutement. Au niveau cardiaque spécifiquement, le cardiomyocyte qui souffre déjà d'un stress oxydatif va dysfonctionner, les voies de signalisation vont mener à l'apoptose de la plupart, mais même dans le tissu, idem comme pour l'athérosclérose, il y aura un changement de phénotype des cellules musculaires lisses. Et vous allez vous retrouver avec un phénotype qui va devenir sécrétoire et de la fibrose qui va s'installer. Ainsi, de l'hypertrophie cardiomyocytaire va petit à petit s'installer une fibrose qu'on ne pourra pas malheureusement déloger, d'où la nécessité de diagnostiquer et surtout de traiter précocement pour éviter les complications cardiaques qui peuvent être létales. Il n'y a pas que le cardiomyocyte qui va être touché, il y a plusieurs types cellulaires qui seront touchés, et donc on va avoir, en plus de l'HVG, en plus de la cardiomyopathie hypertrophique, des anomalies électriques, type trouble de la conduction, des anomalies valvulaires avec un épaississement valvulaire et de l'ischémie myocardique. Bien qu'elles ne soient pas très fréquentes, et bien qu'elles ne soient pas liées à une athérosclérose accélérée comme des maladies inflammatoires qu'on reconnaît, il s'agit plutôt d'une anomalie qui ressemble à celle de la sclérodermie, c'est la microcirculation qui va être touchée. Ici, un malade, ici un cas index qui avait 30 ans, en forme classique Fabry, on ne retrouvait pas une HGG exubérante, mais on retrouvait
des valves mitrales qui étaient épaissies, qui pouvaient même faire penser chez certains à une endocardie, tellement il y avait une végétation différente, avec une petite insuffisance mitrale. Sur le plan cinétique, si la diapo veut bien passer, sur le plan de la cinétique, ce même patient, il n'y avait pas d'HGV, il n'y avait pas de trouble de la cinétique. Ici, on va toujours opposer la forme classique au variant qu'on dit cardiaque, c'est-à-dire un variant un peu particulier où la maladie de Fabry, la progression ne se fait pas de la même manière dans la forme classique. Ici, dans le variant cardiaque, la symptomatologie et même l'accumulation va être découverte plutôt sur le tard. C'est pour ça qu'on parle de variant late onset, donc le diagnostic se fait après 40 ans le plus souvent. La cardiomyo peut être très importante, elle est toujours asymétrique contrairement à celle de l'hypertension, et puis elle touchera surtout la paroi postéro-basale ou bien inférolatérale du VG. La HVG, si on la compare à d'autres manifestations un peu plus emblématiques de la maladie, comme la protéinurie, l'insuffisance rénale ou même l'HCA, on voit qu'elle est plutôt un peu plus fréquente que la manifestation rénale. Cette HVG, elle progresse avec l'âge, elle touche 50% des patients lorsqu'on la diagnostique échographiquement et pas électriquement, et puis elle va débuter déjà entre 20 et 30 ans dans les formes classiques certaines familles, ou bien un peu plus tard pour les late onset. Elle conditionne l'expression clinique. On aura plus de dyspnée en cas d'HVG, bien sûr, ça tombe sous le sens, plus d'angor, plus d'arythmie et plus de valvulopathie. L'infarctus, je vous disais, l'ischémie est plutôt rare et plutôt liée à cette microcirculation qui serait touchée. On parle de facteurs physiques avec des petites sténoses vu l'exubérance des cellules endothéliales, plutôt en capillaire, mais aussi peut-être à une NVO2 qui va augmenter, qui va être en inadéquation avec l'apport d'oxygène. Il y a une histoire naturelle qui est connue maintenant depuis un certain temps, ça veut dire qu'elle ressemble à celle de l'HCA, donc vous avez une HCG qui progresse avec une dysfonction diastolique, petit à petit une dysfonction systolique qui va mener à l'insuffisance cardiaque. En termes de remplacement fibrotique du tissu, il faut agir bien sûr bien avant. Et donc ici, ce qui est important, c'est devant une HGG, comment réfléchir et comment essayer de voir qu'à partir de l'HGG, comment je vais aller vers la maladie de Fabry et ne pas penser bêtement, lorsque j'ai un sujet de 40 ans, à une HTA qui serait là. Et donc pour cela, il y a l'European Society of Cardiology qui a essayé de revoir ces cut-offs de définition d'une CMH pour les abaisser, pour élargir justement à ces maladies-là, nouvelles, notamment l'amylose et le Fabry, pour essayer de capter un peu plus. Parce que dans les cardiomyopathies hypertrophiques, il n'y a pas que les cardiomyopathies hypertrophiques génétiques sarcomériques. Il y a également, dans une proportion assez importante, c'est 5 à 25% qui ne sont pas sarcomériques, donc génétiquement liés à une atteinte sarcomérique, notamment de la myosine, qui est la plus fréquente, des mutations qui engendrent une CMH. Mais il s'agit de voir ce qui n'est pas sarcomérique. Donc le 15 mm de paroi d'épaississement a été baissé à 12 mm pour inclure les causes non sarcomériques. Et ici, on a plusieurs pathologies qui sont à l'origine de ce CMH. Et parmi elles, il y en a deux qui se détachent par la fréquence, c'est l'amylose et la maladie de Fabry. Ici, en termes de délai diagnostic, il est très important de diagnostiquer très vite l'amylose et Fabry, parce qu'il y a une perte de chance quand on ne le fait pas. Une perte de chance dans l'amylose, notamment pour le tafamidis par exemple, l'amylose ATTR, mais également dans le Fabry, parce qu'on arrive à sauver des vies lorsqu'on instaure très rapidement un traitement. Ici, retard diagnostique est égal à un retard de traitement et donc à une perte de chance qui n'est surtout pas limitée. Autant dans le Fabry, ça se compte en mois ou années, mais dans l'amylose, le traitement c'est plutôt en semaines. Il faut très vite dépister les amyloses ATTR. Donc, pour faire le bon diagnostic à partir d'une HGG ou d'une CMH reconnue avec les nouveaux cut-offs, il y a comme ça une façon de faire step by step, allant de clinique, biologie, électrique, ECG, et puis les coqueurs et voir l'IRM, ce qu'on va voir tout de suite. Et donc, en termes de CMH sarcomérique,
c'est plutôt une transmission qui se fait de garçon à garçon. Vous vous rappelez, je vous ai dit que dans le Fabry, c'est plutôt les femmes qui vont donner le gène, le X malade, à ses enfants. Le mari est toujours indemne de Fabry. Par contre, dans les enfants, c'est plutôt le fils qui va être malade très tôt, notamment dans la forme classique, avoir une neuropathie avant 10 ans, qui vont faire qu'il sera déscolarisé. Mais chez les femmes, on dit qu'on peut même avoir des femmes adolescentes qui ont une neuropathie. En termes de symptomatologie, vous parlez donc de causes non sarcomériques, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de manifestation clinique extracardiaque dans la CMH sarcomérique. Dans les autres, l'ataxie Friedreich porte bien son nom, il s'agit d'une tétraparésie facile à débusquer par rapport au Fabry. Il y a le Noonan qui va donner une peau léopard qui n'a rien à voir avec les angiochératomes qu'on va retrouver dans le Fabry. Ainsi, en termes de clinique, le Fabry sera reconnu surtout pour des paresthésies à l'enfance, qui vont empêcher, qui vont avoir des enfants qui vont avoir une graphie un peu particulière, un peu grossière, et qui se font taper sur les doigts, c'est ce qu'elle veut dire, parce qu'ils écrivent mal. C'est des angiochératomes qui sont des petites taches purpuriques qui touchent le caleçon, le tronc, rarement les membres, mais ça débute surtout au niveau du tronc. Et puis surtout, le fait d'avoir dans les antécédents familiaux des cousins, cousines, tontons, tatas, qui vont avoir des AVC chez les jeunes, donc moins de 55 ans chez l'homme, moins de 65 ans chez la femme, et surtout des ILC qui mènent à des mondialistes très vite. Sur le plan biologique, il n'y a pas d'anomalie hormis BNP et troponine pour la CMH sarcomérique. Pour le Fabry, on va avoir une baisse d'ADF, une petite insuffisance rénale au départ, une protéinurie. On peut avoir également une petite anémie. Et là, il s'agit de demander, devant une HGG chez qui on a une petite insuffisance rénale qui n'est pas expliquée, une protéinurie qui n'est pas expliquée par une hypertension, de ne pas hésiter à faire l'activité de l'alpha-galactosidase A. Sur le plan électrique, les CMH sarcomériques, il n'y a pas de particularité, mis à part des HGG avec des ondes très, très profondes. Dans le Fabry, il est reconnu qu'ils vont donner un aspect très particulier, c'est le fait d'avoir un PR court. On ne revoit que dans le vol Parkinson-White, notamment avec le nom delta. Dans le vol Parkinson-White, ici, il n'y a pas de nom delta. Donc ce PR court se voit surtout chez les jeunes familles. Plus le Fabry va progresser, plus l'âge va progresser, plus cet espace va s'allonger. Et donc au départ, il y a un PR court, mais petit à petit, il va s'allonger pour donner des troubles de la conduction, BAV premier, deuxième et troisième degré. Il y a une HGG qui peut être exubérante. Ici, il y a un petit voltage qui a été relevé à la baisse avec 1,25 mm. Ici, chez cette femme qui a un late onset Fabry à forme cardiaque, le PR est à 11,4, 214 millisecondes. L'HGG est très important, c'est 83 mm, ça s'appelle Nadia, on va la revoir après à l'IRM. Et donc, ce phénotype électrique également a donné lieu à la confection d'un algorithme, plutôt d'indices qui font qu'on a un calcul qui va se faire avec un scoring. Et on a un score qui permet de détecter les malades Fabry par rapport au CMH. On sait qu'il va y avoir des ondes T négatives en inférieur, qui ne sont pas ici, mais qui non liées à un souci d'infarctus. Ici, on parle de patients de 30-40 ans, je vous rappelle, sans facteur de risque cardiovasculaire. Il y a l'intervalle PR également, le fait qu'ils sont raccourcis et coté ici aussi. Et puis, lorsqu'on a donné ce soir aux patients qu'on a eu la chance de suivre, c'est qu'on voit que dans la forme cardiaque, ce que vous voyez en bas, là, DN et DL, ce score est très élevé par rapport à la forme classique. Donc ainsi, à l'ECG, le PR est important à considérer, mais encore mieux, dernièrement, on a découvert que le PQ faisait mieux que le PR dans la prédiction du Fabry, et le cutoff, c'est 40 millisecondes. PQ, c'est-à-dire que je ne prends pas en considération le QRS, et donc PQ, prochainement, va être introduit, je pense, dans le scoring. En éco-cœur, la CMH sarcomérique va donner une HGG qui est asymétrique, mais il est vrai que le plus souvent, côté septum, le côté paroi libre, le VG est petit, il y a un petit gradient, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que le VD n'est pas touché comme dans le Fabry et
et dans l'amylose. Ici, le VD est touché dans les deux, Fabry et amylose, avec une perte de la fonction VD dans l'amylose, contrairement à la maladie de Fabry. L'HGG y est un peu plus concentrique, bien qu'elle est asymétrique, et puis on va avoir une hypokinésie globale. Dans le Fabry, à l'écho-cœur, il y a des signes donc, subjectifs, le fait que le VD soit touché aussi bien que le VD, que le VG plutôt, et que cet HGG va impacter le GLS, le strain étant un indice, un logiciel, un software embarqué dans la machine qui va étudier la déformabilité du ventricule gauche. On sait que cette déformabilité va précéder l'HGG, donc en plus de l'HGG qui est concentrique, il y a certains phénotypes. Ici, le GLS peut nous aider avant l'apparition de l'HGG. Donc le GLS, par rapport à l'amylose, vous savez que chez le sujet normal, entre l'apex et la base, la périphérie, il y a un petit gradient. Pour nous, ça va se voir sur les petits chiffres que vous voyez sur le schéma. Dedans, au fond, je ne sais pas si vous voyez arriver. Non, je n'ai pas la main sur le... Donc, à l'apex, par rapport à la périphérie, vous allez avoir un gradient qui sera perdu en cas d'amylose. Ouais, c'est bon. Donc ici, par rapport à la périphérie, il y a des chiffres qui vont aller du plus haut vers le plus bas. Chez nos patients, ici patientes, on a justement ce gradient qui est présent, c'est ce que vous voyez là, donc ici en moins 2 vers le moins 10, avec également ce qu'on retrouve comme spécificité, c'est une atteinte de la déformation surtout en périphérie. Pratiquement pas d'apex, surtout au début de la pathologie, c'est toujours Nadia qui est là. Il y a une HGD qui a une fonction conservée, contrairement à celle de l'amylose. Et puis, le plus souvent, on peut faire l'IRM, qui est un peu plus fine dans la maladie fabrique pour les cycles digestifs. Bien sûr qu'il y a une HGG qui est occupée, on le sait. Ici, Nadia, vous pouvez voir qu'elle a un VG qui est monstrueux, avec très peu de place pour la qualité. Et vous voyez bien que c'est bien un Sokolov à 83, donc très important. Il n'y a pas de fibrose pour le moment qui est installée. Alors, au moment où on a fait l'IRM, elle n'était pas sous traitement, elle a été mise sous traitement justement. Et donc celle-ci fait partie des malades qui n'étaient pas, j'allais dire, traitables, candidats au traitement. Mais devant cette HGG, cette CMH, très important, on a décidé de la mise sous traitement avant l'apparition de l'HGG. Il y a, lorsqu'on fait l'IRM, on va ajouter du gadolinium et le pattern ou la cartographie du gadolinium permet de reconnaître de reconnaître le Fabry. On sait que dans le Fabry, ça sera plutôt basal et ça sera plutôt inférolatéral. Plus que, bien que ce ne soit pas exclusivement ça, mais le plus souvent, il va donner ce type de rehaussement. Et donc, en termes de cartographie de rehaussement du gadolinium, dans le Fabry, si on devait le comparer aux autres, ce sera un rehaussement qui est sous-épicardique, non pas sous-endocardique comme l'amylose, mais surtout focal, en basal, en inférolatéral. Ici, par rapport à l'amylose, vous avez vu que l'amylose est totalement diffus. La HTA ne donne pas de rehaussement. Et dans l'ischémie, c'est vrai qu'il peut être focal. Mais bon, quand on parle d'ischémie, on parle de facteurs de risque associés. Ici, on parle de sujets quand même qui sont très jeunes. Ici, un malade qui a un rehaussement, mais qui ne correspond pas au pattern le plus fréquent. Parmi les suggestifs à l'IRM, quelque chose qui est un peu plus spécifique au Fabry, c'est le mapping T1. Mapping T1, ici, il y a une étude qui a été faite pour différencier, ça c'est l'amylose AL, ici le Fabry. Vous voyez que le mapping T1 est effondré dans le Fabry. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans les hémochromatoses, les maladies sur charge en fer. Mais ici, bien sûr qu'il n'y a pas de diagnostic différentiel dans ces cas-là, donc très facile pour nous, en cas d'HGG avec CMH, d'aller vers la maladie de Fabry. Ici, Manika, c'est la sœur de Nadia, qui est également une CMH. Donc, vous parlez d'histoire naturelle de cardiopathie de Fabry, dysfonction diasto, radiale et longitudinale, et ensuite dysfonction systolique.
Ouais, je termine. Donc en termes de tests génétiques, le Fabry bien sûr bénéficie d'NGS, la nouvelle génération de séquencing. Et si on devait faire un tableau récapitulatif, en termes d'âge, le Fabry va toucher les 30-50 ans, parce que je parle de late onset Fabry. Il y a des red flags, on a un variant cardiaque, on a des signes extracardiaques comme les douleurs neuropathiques, l'endokératome et des troubles d'association. Les coqueurs avec du GLS très important, le mapping T1 également à l'IRM, et enfin la prise en charge, qui est là, il y a des traitements automatiques, que ce soit l'FT ou SRT. Je vous remercie. Merci.